Salut, c'est Hugo. Je suis avec John Rachid et Vincent Scalera de Wushiz qui vont arriver tout à l'heure. Pendant plusieurs semaines, vous avez pu soumettre via la plateforme Yes We Make vos propositions de solutions sur 4 grandes thématiques qui concernent les jeunes, l'éducation, l'emploi, la discrimination et le numérique. En tout, on a eu près de 10 000 jeunes qui ont participé à cette opération pour plus de 6 000 votes et 300 propositions sur la plateforme Yes We Make. Et aujourd'hui, donc, on rentre dans une nouvelle phase puisque on a une phase de confrontation de ces propositions, de vos propositions avec les différents candidats à l'élection présidentielle. Bonjour Benoît Hamon, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et aux propositions des jeunes qui ont été soulevé via la plateforme. On le rappelle donc, vous êtes le candidat issu de la primaire de la Belle Alliance Populaire qui s'est déroulée en janvier et qui a été menée par le Parti Socialiste, parti dont vous êtes le membre. La première thématique qu'on va aborder, c'est l'éducation et plus précisément, comment révolutionner le système éducatif. On a eu un tiers des propositions et 40% des votes de la consultation sur ce thème qui montre bien quand même l'importance de ce thème auprès des jeunes, à commencer par des propositions concernant la façon d'enseigner. Premier élément, le nombre d'élèves par classe. Noé, 15 ans, qui dit, je cite, « Il faut réduire le nombre d'élèves par classe dans les zones difficiles afin de limiter la distinction sociale ». On a aussi Maris de 18 ans qui dit il faut réduire le nombre d'élèves par classe à moins de 20. Qu'est-ce que vous proposez qui pourrait aller dans ce sens ? Moi, je propose que pour le primaire en CP-CE1, CE2, là où se concentrent les apprentissages fondamentaux, il n'y ait pas plus de 25 élèves par classe. Aujourd'hui, dans l'école, en France, on a 23 en moyenne. Ça peut vouloir dire 30 ici et 15 là. La réalité, c'est que moi, je souhaite qu'il n'y ait pas plus de 25 élèves par classe. Pour ce qui est des zones d'éducation prioritaire, en gros des quartiers difficiles, des outre-mer qui concentrent aussi beaucoup d'inégalités, et des zones rurales défavorisées, là aussi il y a beaucoup d'enclavement, je propose qu'il n'y ait pas plus de 20 élèves par classe. Alors pourquoi CP, CE1, CE2 ? Ça mérite une explication d'un mot. C'est que c'est là où les apprentissages en français et en mathématiques, s'ils sont défaillants, vous amènent à vous mettre très vite dans une situation compliquée. Il est très difficile de rattraper après les retards. On constate que pour un gamin dont les parents sont plus modestes, ou à l'origine sociale modeste. Donc il n'y a pas à la maison quelqu'un pour lui payer des cours d'anglais, pour lui payer du rattrapage scolaire. Pour ces gamins d'origine sociale modeste, il y a un lien direct, dans toutes les enquêtes qu'on a faites, entre le nombre d'élèves par classe et la réussite scolaire. Plus le nombre d'élèves est bas, plus ils réussiront facilement. Donc si on veut révolutionner l'école et enfin tordre le cou aux inégalités à l'école, c'est effectivement une des propositions absolument indispensables. Alors sur la plateforme, on a eu aussi énormément de propositions pour créer davantage de liens entre l'école et la vie active, évidemment le monde professionnel. On a un participant anonyme qui dit, je cite, « Il faut multiplier les liens entre monde de l'entreprise et école dès le plus jeune âge ». On a aussi Christophe, 34 ans, qui dit, « Il faut plus de stages pour les collégiens et pour les lycéens ». Que fait-on pour assurer une meilleure transition justement entre cette école et la vie active pour faire en sorte que les jeunes déjà trouvent leur voie tout simplement par rapport à la diversité des métiers qu'ils peuvent exercer plus tard, mais aussi qu'ils se retrouvent tout simplement pas au chômage et qu'ils aient les bons débouchés? Bon, il faut d'abord améliorer l'orientation de fin de troisième, ce qui suppose d'être informé sur les possibilités qu'on aura à travers une filière technologique, une filière professionnelle ou une filière générale, de faire tel ou tel métier. Il faut aussi avoir la possibilité de se tromper et de pouvoir basculer d'une discipline à une autre et se réorienter, ce qui est une des vraies difficultés de notre système éducatif. Donc moi, je suis pour qu'il y ait davantage de fenêtres et d'ouverture sur le monde de l'entreprise, sur des métiers, surtout des métiers dans lesquels nous savons qu'il y aura besoin d'emploi. Il y a des secteurs dans lesquels il y a des gisements d'emploi considérables et où en fait, on n'est pas assez informé, ce qui fait qu'on ne choisira pas forcément la bonne filière pour atterrir à l'endroit où on veut travailler un jour. Mais je répète, c'est pas en troisième forcément qu'on sait exactement où on voudra aller, surtout que, pardon de le dire comme ça, mais il est probable que vous fassiez 10 métiers différents, là où pour vos parents ou vos grands-parents, on ne faisait qu'un métier dans sa vie. Donc, pour commencer, il y a cela. La deuxième chose, c'est qu'on a fait les bacs pro pour que soit intégrer directement le marché du travail, soit poursuivre en BTS. Vous avez très peu de bacs pro en BTS. On a fait les bacs techno pour faire des IUT derrière. Vous avez très peu de bacs techno en IUT. Et donc, il faut peut-être aussi que l'éducation nationale s'attache à ce que la proportion de bacs techno en IUT et la proportion de bacs pro en BTS soit beaucoup plus importante. Et moi, je veux désormais conditionner le financement de ces établissements à la part qu'elles consacrent à la poursuite d'études de ceux qui sont titulaires d'un bac pro ou d'un bac techno. Ça fait une belle transition. En fait, il faut qu'on dise à tout le monde, j'ai eu les questions à l'avance. C'est ça, exactement. Non, vous n'avez pas eu les questions avant. C'est pas vrai. Justement, on a eu quand même beaucoup de propositions pour valoriser l'apprentissage. On a Mathieu, 18 ans, qui dit par exemple, il faut encourager les jeunes à se tourner vers des filières professionnelles. On a aussi Guillaume, lui aussi 18 ans, qui se tourne
qui dit qu'il faut se tourner vers les entreprises et qu'il faut plus d'entreprises qui acceptent l'apprentissage. Donc on a eu vraiment énormément de propositions sur l'apprentissage. Est-ce que pour vous, l'apprentissage est la meilleure façon pour se former? Est-ce qu'elle doit être développée? Alors d'abord, c'est une très bonne filière. C'est une filière, pourquoi? Tout simplement parce qu'elle permet l'alternance entre ce que j'apprends sur le plan théorique dans l'école ou dans mon centre de formation et la pratique derrière. Et ce qui est bien, c'est quand la pratique vient confirmer la théorie et l'inverse, c'est qu'on ne se retrouve pas à avoir un chef d'atelier qui vous déconstruit tout ce que vous avez appris en cours. Donc oui, moi je suis favorable au développement de l'alternance et de l'apprentissage à tous les niveaux. Je suis pour qu'on continue à encadrer cependant les stages et notamment encadrer les abus autour des stages parce qu'il y a aujourd'hui un développement des stages qui ne s'explique pas sinon parce qu'un certain nombre d'entreprises jouent sur le turnover et la rotation des stagiaires et un peu moins sur les créations d'emplois. Donc il faut aussi lutter contre toutes ces formes d'emplois précaires qui se développent et qui finalement interdisent une intégration sur le marché du travail stable avant un âge de plus en plus tardif. Il faut savoir qu'en France, on a un CDI aujourd'hui en moyenne qu'après 5 ans de travail et de contrats précaires. Alors on a eu d'autres propositions concernant l'emploi des jeunes qui concernaient l'incitation à l'emploi. Elles étaient là aussi très nombreuses et pas nécessairement d'ailleurs en accord avec votre programme. On peut citer Alain qui dit, alors c'est pas le Alain auquel vous pensez, mais qui dit notamment qu'il faut créer un SMIC jeune à 800 € net et sans charge pour l'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une connerie. Je vois pas pourquoi il y aura un SMIC pour les jeunes. Le SMIC, il est pour tout le monde. J'imagine que lui, ce qu'il pense, c'est que les entreprises se disent que les jeunes sont peu formés ou sont peu qualifiés, et donc il ne faut pas... mais par définition, si en plus les mêmes veulent repousser l'âge de départ à la retraite, ce qui fait qu'il y aura encore moins d'emplois pour les jeunes. Donc à la fin, vous n'aurez même pas un SMIC à 800, vous l'aurez à 600. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un SMIC, il doit être pour tout le monde. Dès lors que vous avez 18 ans et le droit de vote, vous êtes majeur, vous travaillez, vous n'avez pas le droit d'avoir des petits droits. En tout cas, vous avez le droit d'avoir les mêmes droits que tout le monde. L'idée, c'est de revaloriser le travail, de favoriser l'autonomie des individus, plutôt que d'accepter ce paradoxe qui veut que la France soit un des seuls pays où on ne rend pas éligibles les jeunes aux minima sociaux. Tous les autres pays le font, pas la France. Pourquoi? Parce que nous, on pense qu'il faut la rédemption par le travail, ou la souffrance, la dureté, etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En Allemagne, ils ne sont pas plus assistés que nous, à ce que je sache. Ils ne se projettent pas moins bien que nous dans la compétition internationale. Et pourtant, dès la majorité civile, ils sont éligibles aux minima sociaux. Il faut tordre cette anomalie, cet anachronisme français, et je le ferai par la mise en œuvre du revenu universel d'existence. Une troisième thématique abordée maintenant dans cette consultation, c'est la discrimination et l'exclusion, avec un focus qu'on a fait durant cette consultation, tout particulier sur les sans-logements, comment sortir les SDF de la rue et les réintégrer en fait au mieux dans la société. C'est une thématique que malheureusement on a peu entendue durant la campagne. On a eu énormément de propositions pourtant sur cette plateforme, avec notamment des propositions d'aide immédiate de l'État pour les SDF. Par exemple, Jérôme, 28 ans, qui dit « Il faut que l'État réquisitionne les logements vides pour loger les SDF. Ceux-ci accompliront un travail en contrepartie. » Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que de telles réquisitions sont possibles? Ça se trouve, ça se fait déjà. Et est-ce qu'elles pourraient être mises en place si vous êtes élu président? Il y a des réquisitions qui sont possibles. Il y a aussi la possibilité de taxer lourdement ceux qui maintiennent délibérément des logements vides, parce qu'en plus, le fait de maintenir délibérément des logements vides, ça fait augmenter le prix du mètre carré pour tous les autres. Donc c'est vraiment perdant, sauf pour celui évidemment qui évidemment fait de la spéculation dans le domaine de l'immobilier. Donc oui, on a des possibilités qui sont des possibilités contraignantes. Parmi celles-là, il y a le fait qu'aujourd'hui, on impose aux communes de faire un certain pourcentage de logements sociaux et qu'on a donné et qu'on donnera des pouvoirs de plus en plus forts au préfet pour se substituer aux maires quand ils n'honorent pas ces engagements. Il y a des maires qui préfèrent payer des amendes plutôt que de faire du logement social. Donc là encore, on a des instruments. La réalité, c'est que nous manquons de logements, notamment dans les zones urbaines denses, et que la principale manière pour soulager les demandes qui existent sur le parc social, les demandes qui existent sur le parc privé, et pour permettre l'hébergement des personnes les plus éloignées de l'emploi et du logement, c'est toujours de construire des logements. Je rappelle aujourd'hui qu'on demande de plusieurs centaines de milliers de logements, rien que en France, mais notamment en Ile-de-France, où on a de vraies pénuries de logements. Donc il y a à construire, il y a à rénover déjà ce qui existe, et à construire plusieurs dizaines de milliers de logements. Première chose. Deuxième chose, je reviens à mon revenu universel d'existence. Savez-vous qu'en France, on fait des économies sur les pauvres? Parce qu'en fait, le RSA, qui est normalement le minimum pour vivre, vous ne l'avez pas si vous ne le demandez pas. Une personne sur deux, une personne sur trois. Une personne sur trois ne le demande pas, et donc on fait comme ça des économies sur toutes ces personnes qui sont éligibles au minimum pour vivre et qui ne le demandent pas. Le RSA d'activité, c'est le RSA que vous avez en complément d'une activité. C'est pour vous inciter finalement à travailler plutôt que de rester au RSA.
2 personnes sur 3 ne le demandent pas. Et moi, je souhaite que désormais les minima sociaux soient versés automatiquement, qu'une personne pauvre soit immédiatement éligible au revenu universel et non pas en situation de devoir le demander. Parce que quand on est pauvre, en réalité, c'est que souvent, on est tellement à l'écart des dispositifs qui sont des dispositifs de droit commun qu'on en vient à ne même pas demander ce à quoi on a le droit. On a aussi eu beaucoup de propositions visant à favoriser la réinsertion par l'emploi de ces SDF, avec par exemple Marion, 29 ans, qui dit « Il faut des centres pour SDF avec des aides pour les aider à rédiger leur CV, proposer des formations, etc. » Là aussi, est-ce que ce sont des dispositifs qui existent aujourd'hui et dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait les accentuer pour faire en sorte que ces sans domicile fixe, qui sont souvent à la recherche d'un revenu, alors vous avez parlé effectivement du revenu universel, mais qu'en complément, pourraient rechercher un emploi pour se réinsérer dans la société. Vous savez, les gros problèmes qui sont ceux des sans domicile fixe sont des problèmes de santé, des problèmes de psychiatrie, parce que l'isolement et l'exclusion durable, elles conduisent à des pathologies assez lourdes et qu'on a des besoins de prise en charge qui ne relèvent pas forcément de l'hébergement d'urgence, puisqu'il y a déjà des formules d'hébergement d'urgence, d'hébergement plus durable, on a des solutions qui existent, il faudrait qu'on se sorte de cette logique qui veuille qu'aujourd'hui on a des hôtels entiers qui sont réquisitionnés par la puissance publique et on paye très cher ces marchands de sommeil par la puissance publique pour héberger aujourd'hui des sans domicile fixe, notamment en période d'hiver, où là, vous avez des hôtels entiers qui sont aujourd'hui payés par la collectivité pour héberger des sans domicile fixe, avec une facture considérable pour l'État. Donc on voit bien que là, il y a besoin de construire des politiques de logement qui permettent ce qu'on appelle un parcours résidentiel. Vous êtes en hébergement d'urgence. Quand vous acceptez finalement une autre forme d'hébergement, ça peut être un foyer, puis ensuite un foyer derrière, un logement autonome. Tout ça, ça met du temps. Pourquoi ? Parce que la désocialisation, elle conduit à la violence, elle conduit aussi à ce que, c'est pas comme ça du jour au lendemain qu'un SDF retrouve une place dans la société et accepte même la place que vous voulez leur offrir. Vous trouvez des fois des SDF dont le compte en banque est assez garni, mais qu'ils n'utilisent pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a derrière des phénomènes d'exclusion plus complexes qui supposent des approches qui sont des approches très individualisées. Et en gros, il y a guère de solutions, on va dire... générale, globale. Ouais, générale, qui fonctionnent. Et l'ambition qu'on doit mettre dans l'éradication de la pauvreté suppose des moyens qui soient des moyens calibrés à toutes les situations. Alors pour terminer cet entretien et la confrontation aux jeunes et à leurs propositions, une dernière thématique qu'il y avait durant cette consultation Yes We Make qui concerne les jeunes, mais pour autant très peu présente quand même dans les programmes politiques. Il s'agit alors du numérique, mais plus précisément du cyberharcèlement dont peuvent être victimes les jeunes, qui peut prendre plusieurs formes. D'abord, on a eu énormément de propositions sur la sensibilisation, en amont finalement, et au-delà de ça, sur la façon de sensibiliser. Ce qui ressort, c'est quasi systématiquement, c'est qu'il y a un besoin de sensibilisation parce que les jeunes ne sont pas nécessairement conscients soit du harcèlement qu'ils provoquent, soit du harcèlement qu'ils subissent. Que peut faire l'État en matière de prévention pour contrer le cyberharcèlement ? Est-ce que ça va être par exemple le rôle de l'éducation nationale de faire face à cela ? Oui, pas que, mais beaucoup. Beaucoup parce que, d'abord, il faut pouvoir, pour un prof, détecter ce qu'on appelle les signaux faibles. Au départ, un prof, il n'est pas forcément formé à cela. Donc on a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans les 5 dernières années sur ces questions-là, beaucoup de prise de conscience, une meilleure formation des enseignants. Il faut savoir désormais que dans ce qu'on appelle les SP, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, toutes ces problématiques de harcèlement et de cyberharcèlement font partie désormais de la formation des enseignants pour percevoir les signaux faibles, encourager les élèves à signaler quand ils sont victimes de cyberharcèlement et dire aussi les dangers qu'il y a à se prêter dans des phénomènes de meute à des pratiques de harcèlement ou de cyberharcèlement. J'insiste là-dessus parce qu'il y a un côté très grégaire et très collectif à tout cela, où on ne voit pas forcément le mal et où on ne comprend pas aujourd'hui les dangers qui sont ceux de ce type de violence-là par Internet. Plus globalement, il me semble qu'il y a une question cruciale à une meilleure éducation à l'image. À partir de l'image, on peut lui faire dire autre chose que ce que vous avez voulu, vous, comme acteur, faire dire à cette image. Et en gros, la réalité que vous vouliez restituer, on en a donné une toute autre interprétation. Et l'intérêt, c'est de faire prendre conscience à chacun que ce qu'on consomme comme histoire, comme récit, comme réalité sur Internet, ça peut être très éloigné de ce qui s'est passé en réel et qu'il faut prendre de la distance par rapport à l'image. C'est un travail lent. Pourquoi ? Parce qu'on découvre le champ considérable à la fois des enseignements liés à l'image et des manipulations liées à l'image.
Mais ça me semble être un des domaines dans lesquels il faut que l'éducation nationale progresse considérablement. Alors on va passer maintenant à une autre séquence. Je vais accueillir tout de suite John Rachid, qui est youtubeur. Je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas vous allez apprendre à le connaître, qui avait une question qui lui tient particulièrement à cœur. Et où je me mets, c'est ça la question. Tu peux te mettre là si tu veux. Je me mets derrière le bar, comme si je vous servais quelque chose. C'est pas forcément une question en fait, c'est plus une discussion. D'accord. J'ai envie de discuter avec vous, j'ai préparé deux, trois trucs. Alors moi, déjà, j'ai absolument rien contre vous, je suis plutôt séduit par votre discours à la base. Après, hormis le fait bien sûr qu'avec la gauche, dont on a eu le droit pendant 5 ans, on ne sait jamais si elle est vraiment de gauche ou pas. Et du coup, on a un peu peur de ça aujourd'hui. C'est de se dire que bon, bah, c'est cool, on va voter pour la gauche. Et est-ce que la gauche ne va pas faire exactement comme a fait une certaine partie de la gauche qui ne vous soutient plus aujourd'hui d'ailleurs. Ce qui est une indication. Quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais c'est la crainte qu'on a directement de se dire peut-être qu'en cours de route, ça va changer. Parce que moi, je me rappelle très bien des émissions que je regardais à fond avant les élections. Valls était tout aussi séduisant que vous, vraiment. Non, sérieux. Non, je vous jure qu'il avait fait des trucs, des mesures et tout. On se disait, mais ça va être cool. Certains vous confondent dans la rue, apparemment. Et là. Ça arrive moins maintenant. Oui, j'imagine. Alors, là, je vais vous parler d'autres choses. Je voulais pas parler de ça parce qu'à chaque fois qu'on invite un musulman, il va forcément parler des musulmans. Je voulais pas parler de ça, mais je trouve ça très important. On vous appelle très souvent Bilal Hamon. C'est incroyable déjà qu'un prénom arabe soit devenu une insulte. Je trouve ça incroyable. Et on parle souvent, on dit souvent que vous faites ça pour draguer le vote musulman. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez du vote musulman, mais moi, je trouve que ça n'existe pas. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Il n'y a pas de vote musulman. On ne s'est pas regroupé en disant « Allez, venez, on va tous voter pour lui ». Les musulmans, ce n'est pas un bloc. C'est des personnalités. On est tous différents. Et donc, je voulais savoir ce que vous pensiez de ça dans un premier lieu. Bilal, c'est pas moi qui me suis appelé Bilal. Ce sont la fachosphère qui s'est mis à dire Hamon, c'est un islamo-gauchiste. Pas que, il y a aussi les gens de droite. Et après, je me suis dit, vous m'appelez Bilal, ben, je le prends, je suis fier, appelez-moi Bilal. J'ai même dit, appelez-moi Eli, appelez-moi Johanna, appelez-moi tout ce que vous voulez. Tout ce que vous détestez, pour moi, c'est la France, donc je revendique de m'appeler Bilal. D'ailleurs, on a même fait un t-shirt avec Bilal, David, je sais plus quoi, Benoît. Et à partir de ça, aujourd'hui, ce pays va pas bien, on voit bien qu'il est au bord de la crise de nerfs. Et qu'il a fondamentalement, depuis la fin de l'Empire colonial français, un sujet avec toutes les populations qui viennent de cet ancien empire colonial. Et toutes les populations qui sont venues à la demande des Français pour travailler, pour reconstruire le pays, et qui se sont installées, ont eu des enfants, et ne sont pas de la religion majoritaire, dans un pays où par ailleurs la religion majoritaire est le fait de ne pas en avoir, en fait, parce qu'il y a plus d'athées que de catholiques, que de juifs, que de musulmans ou toute autre chose. L'islam serait-il compatible avec la République? Bon, il s'avère qu'on a une loi, la loi de 1905, admettons que j'ai deux sœurs musulmanes. Pour l'une, croyante, pour l'autre, pas. L'une décide de s'habiller comme elle veut. Elle n'a pas à se faire imposer dans n'importe quel territoire de la République par un religieux le fait de se couvrir au nom du fait que lui considérerait que c'est plus pudique de le faire. Elle, la loi de 1905 la protège en disant « Vous voulez ne pas croire, vous voulez vous habiller comme cela parce que c'est votre liberté, elle n'a pas à être, cette liberté, altérée par un religieux de quelque religion que ce soit qui vous dise « Couvre-toi parce que c'est ça l'idée que je me fais d'être pudique ». Et dans l'autre sens aussi. Sa sœur, pour ça qu'il y a deux sœurs, qui elle a un foulard et qui porte ce foulard librement, n'a pas à se voir empêché dans la rue de porter ce foulard par quelqu'un qui dirait « tu me choques en portant ce foulard parce que je n'aime pas cette religion ». Et la loi de 1905, elle protège ces deux sœurs parce qu'elle garantit non seulement la séparation de l'Église et de l'État, ou des cultes et de l'État, mais aussi elle garantit la liberté de conscience et la liberté d'opinion religieuse. Moi, je pense qu'en réalité, il y a des dirigeants politiques qui aiment les musulmans quand ils ne sont pas musulmans. C'est-à-dire que quand ils ont tous les signes, c'est-à-dire qu'en fait, ils aiment les musulmans qui boivent du vin et mangent du cochon. Alors, ça arrive, des musulmans qui boivent du vin et mangent du cochon. Libre à eux, d'ailleurs. Voilà, libre à eux, mais le sujet, il n'est pas cela, et je pense qu'on ne peut pas détourner la loi de 1905 et la laïcité de son objectif, qui est de garantir la liberté de culte, et de croire et de ne pas croire. Il y a des gens qui sont, je trouve, moi, essentialistes. C'est-à-dire qu'ils pensent que notre identité, elle est figée par, on va dire, le patrimoine que nous lèguent nos parents. Mais moi, j'ai grandi en Bretagne, j'ai eu une éducation catholique.
ça me construit, mais ça ne me remplit pas. Je suis parti au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal. Ça me construit, mais ça ne me remplit pas. J'ai choisi un jour, ensuite, de m'engager politiquement à gauche. Ça me construit, mais ça ne me remplit pas. Je me suis ensuite mis en couple avec une femme danoise qui m'apporte une autre culture. Ça me construit, mais ça ne me remplit pas. J'ai eu des rencontres politiques, littéraires. Et je veux dire, l'identité, c'est une narration. C'est Paul Ricoeur qui le disait. C'est une narration. C'est-à-dire que cette narration, pareil pour les nations, on se construit, mais ce que l'on vit, nos origines, tout ça ne nous remplit pas. C'est la somme de tout ça qui fait que ce que nous sommes. Or, si moi je me mettais à dire, bon bah écoutez, vous, vos parents sont musulmans, donc j'ai affaire à quelqu'un qui se résume à sa foi, point barre, indépendamment, je ne sais même pas où vous avez grandi, des diplômes que vous avez eus, des personnes que vous avez rencontrées, de vos histoires, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai une partie de vous, mais un bout. Et alors aujourd'hui, la question c'est, est-ce que je vous résume à ce bout, tout aussi important soit-il pour vous? Qu'est-ce que j'en sais d'ailleurs en plus? Ou est-ce que je considère que j'ai affaire à un être complexe? On va passer à une autre séquence. Il n'y avait pas de question, mais c'est intéressant quand même. C'était très bien. C'était pas une question, c'est que je voulais échanger. C'est bien, moi aussi, je suis d'accord. C'est l'objectif justement. Et justement, un deuxième youtubeur qui nous rejoint tout de suite, Vincent Scalera de Wishes, qui va nous rejoindre et qui du coup va parler d'éducation. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et justement, il me semble que c'est un sujet qui te tenait pas mal à cœur. C'est ça. Que tu voulais aborder. Alors moi, je suis papa d'une petite fille qui est à l'école, c'est pour ça que ça m'intéresse. À quel âge? Sauf si c'est trop indiscret. Elle est rentrée en CP. Et sur le système éducatif, il y a une question qui est sortie par rapport aux internautes, c'est le système de notes à l'école et de cette mise en compétition des élèves par rapport au découragement que certains pourraient avoir selon un système qui est prédéfini en fait, où on n'est pas sur un développement personnel, mais plutôt sur un format qui est là depuis des années où on impose un système scolaire et on ne travaille pas sur le développement personnel et on met en compétition par rapport à des notes. Et je voulais savoir justement quel est votre avis par rapport à ce système de notes, compétition. Est-ce que ça peut... le même, moi alors d'abord on a un point commun, c'est que moi aussi j'ai deux petites filles, et l'une qui va rentrer, qui finit sa grande section, et l'autre qui est en CE2. Bon d'abord, l'école primaire note peu, fort heureusement. C'est à partir du collège, parce qu'il y a en fait moins de 20% des écoles primaires aujourd'hui qui utilisent la note. Et en même temps, c'est toujours curieux, c'est qu'on est attaché à ce que nos enfants apprennent. Et dès qu'il commence à y avoir, moi je vous fais l'anecdote, je vous raconte parce que ça va peut-être vous parler. Moi je voyais qu'il y avait un panneau sur un apprentissage, je ne sais pas ce que c'était, mais la professeure des écoles, l'institut avait mis ceinture blanche, ceinture jaune comme au judo. Moi, je guettais sur le panneau ma fille pour voir si elle montait ses jeux. Et comme elle était ceinture marron, et j'étais content, alors que je me disais, ah, c'est bien, t'es ceinture marron, etc. Et qu'à un moment, je voyais tous les autres rattraper, je me suis dit, oh, c'est quand la ceinture noire? Bon, bref, le problème, c'est ça, nous les parents, c'est que comme on a été éduqués comme ça, dans la compétition, et dans le classement, il ne faut pas qu'on ait aussi ce mauvais réflexe qui soit d'exiger de nos enfants qu'ils soient eux-mêmes les meilleurs finalement, quand il s'agit d'être en tête du classement. Et là, vous avez sur les élèves, parce que nous, moi j'étais au lycée il y a encore 2 ans, et effectivement, il y a toujours cette compétition. C'est humiliant. C'est parfois plus important que l'appréciation. Mais c'est humiliant surtout. Ça peut totalement faire... Et quand vous êtes classé, que vous êtes classé dans la deuxième moitié, voire même dans la deuxième moitié de la deuxième moitié. Vous êtes quoi? Vous êtes le cancre, vous êtes le mauvais. Comment est-ce que vous rattrapez ça? D'abord, vous perdez l'estime de vous-même, et il y a des gamins qui abandonnent parce qu'ils sont psychologiquement touchés par la signification de la note et la manière dont elle les classe en bas. Et c'est très compliqué après de reprendre une trajectoire scolaire normale. D'où l'importance d'avoir un système d'évaluation, comme vous dites, qui soit au service de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils disent bien aux enfants ce que l'on attend d'eux, ce qu'ils maîtrisent. Parce que si vous avez 10, ça veut dire que vous maîtrisez des choses. Si vous avez eu 11, ça veut dire que vous êtes amélioré. Mais il faut encore qu'on vous dise dans quel domaine vous êtes amélioré. Donc la note, elle ne dit pas grand-chose de cela. Et les méthodes d'évaluation, ça existe dans beaucoup d'autres pays, peuvent être justement utilement importées d'autres pays pour justement nous aider à favoriser l'épanouissement des enfants. Alors ça se fait, il y a plein de professeurs qui le font, qui ont décidé de faire évoluer l'évaluation, mais tant que, à la fin, sur le brevet, au 3e et au bac, vous êtes noté, les professeurs vous préparent à ce qu'est l'examen final. Et donc, ils vous noteront pour vous commencer à vous évaluer en fonction de ce qu'est l'examen final. Donc ça suppose peut-être que demain aussi,
on réfléchisse à ces 2 rendez-vous que sont le brevet en fin de collège et le bac. Est-ce qu'ils doivent être donnés différemment, selon des méthodes d'évaluation différentes? Moi, je n'ai pas ouvert le débat pour la présidentielle, mais c'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Et selon vous, est-ce qu'on pourrait justement, c'est ça, déstructurer ce système scolaire prédéfini où on dit qu'il faut apprendre forcément l'histoire de la France, le français, les maths, si tu es bon en maths, c'est que tu es un bon élève, tu pourras faire des choses dans ta vie. Il n'y a aucune école, à part peut-être Montessori, la méthode, qui travaille sur le développement personnel en fait. Les pédagogies Montessori et ces systèmes-là, tout ce qu'on appelle les pédagogies alternatives, aujourd'hui se développent même dans l'école publique. Il y a des écoles publiques qui, du moment où les parents d'élèves, l'établissement y est ouvert, on finance des programmes comme cela. La réalité, c'est qu'ils ont des résultats, dans certains endroits bons, dans d'autres moins bons. Mais je pense qu'il faut surtout être très ouvert à ces pédagogies. Il faut nouvelles et aux pédagogies alternatives. Vous avez raison. L'idée, c'est d'éveiller chez les enfants des aptitudes, des compétences. Avant, on ne parlait pas de compétences, on parlait de connaissances. En clair, apprends tout ça, une fois que tu as bien récité, tu es un bon élève. Bon, bah alors, et vous vous souvenez d'une seule, si peut-être une ou deux poésies, mais même moi, j'ai fait un bac scientifique. Je devrais faire une dérivée aujourd'hui ou une intégrale. Mystère, alors là, je sais même plus, non mais sérieusement. Non mais oui, heureusement. Le seul sujet qui est quand même lourd de conséquences pour l'éducation en France, c'est qu'en France, on est le pays où le destin scolaire d'un gamin est le plus lié à l'origine de ses parents, je veux dire le travail. Et c'est à croire, je le racontais, je parlais à des étudiants dernièrement, je disais, c'est à croire que la fiche qu'on a remplie en primaire, où on met la profession des parents, c'est pour savoir ce qu'on va faire nous-mêmes un jour. Parce qu'en fait, alors qu'on est l'école de la République, liberté, égalité, en fait, vous regardez, il y a souvent une probabilité que, fils d'ouvrier, vous soyez ouvrier vous-même, plus qu'ailleurs en Europe. Et nous, on met pourtant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à l'entrée de toutes les écoles. Genre, vous pourrez vous épanouir, gravir une place dans l'échelle sociale. Mon œil, on est le pays où on a le plus de chances de faire comme ses parents. Et ben ça, c'est le vrai sujet. Parce que si on ne tord pas ça, eh ben, les parents... Moi, je sais, une famille pauvre. Donc, quel est le service public dans lequel elle croit? L'école, elle se dit, au moins si mon fils y travaille, ou ma fille elle travaille, pourront gratter une place et ils feront mieux que moi. Ce sera donc la question de la fin. Merci beaucoup Benoît Hamon d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir participé à cette discussion sur des sujets très divers mais qui étaient extrêmement intéressants. J'en profite quand même pour remercier justement... En fait, ça n'existe pas les filles sur YouTube. Ah non mais si, il y en a quand même. J'en profite pour remercier... note que j'ai des hommes à m'interviewer. C'était bien, hein. J'en profite pour remercier les milliers de jeunes qui ont participé à l'opération sur Yes We Make, qui ont contribué, qui ont mis leurs propositions sur les 4 thématiques, qui ont voté pour d'autres thématiques et qui ont fait justement émerger un certain nombre de propositions. On espère que... je peux dire une chose, si vous voulez simuler le montant du revenu universel que vous allez percevoir, j'ai un simulateur sur mon site benoîthamon2017.fr. Vous pouvez simuler le montant de votre revenu universel, parce qu'il n'est pas le même selon que vous travaillez ou pas. Voilà, moi, je vends une Kangoo. Et par ailleurs, j'ai 2-3 trucs pas mal aussi en solde sur mon site. Bon, bah, voilà, le message est passé. Merci beaucoup, merci à tous. On se dit à très vite. C'est naze votre voiture. Ouais, c'est nul. Voiture de chantier, c'est normal. T'as multiplat, hein. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la réponse. Le truc qui part en sucette et qui s'en à la fin. Bon, merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci.